Bonjour et bienvenue sur La famille en question. En France, on compte 12,6 millions de grands-parents. Ils sont jeunes, à 56 ans, une personne sur deux a au moins un petit enfant. L'image des grands-parents entourés de respect et vêtus de sombre a cédé la place à celle d'un papy ou d'une mamie actifs, impliqués dans la vie de famille et cherchant à tisser des liens de qualité avec leurs petits-enfants. Alors, grands-parents qu'ont-ils à nous transmettre? C'est le thème de cette émission. Pour en parler, je reçois Sonia de Panafieux. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez créé la Société pour Mémoire qui permet d'enregistrer ses souvenirs et les transmettre à ses descendants. On vous verra dans un instant dans un reportage. Face à vous, Marie-Françoise Fuchs. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondatrice de l'EGPE, l'École des grands-parents européens, et auteure du livre Questions de grands-parents, paru aux éditions La Martinière. Et puis enfin, nous retrouvons le père Stan Rougier, régulièrement présent sur La famille en question. Vous nous apporterez votre éclairage d'homme de terrain et en fin d'émission. Je précise que vous avez écrit un chapitre sur l'art d'être grand-parent dans Dieu était là et je ne le savais pas. C'est paru chez Pocket. Voilà, pour commencer, je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Hélène Marronnet et Laure Vintroux chez Michel Le Goc, un grand-père qui a décidé de raconter les épisodes marquants de sa vie dans un livre dédié à ses petits-enfants. Et c'est vous, Sonia de Panafieux, qui l'avez aidé à faire ce travail de mémoire. Regardez. C'est un livre à la couverture blanche, sans fioritures et au titre sobre, Paternellement. C'est ainsi que Michel Le Goc, son auteur, l'a intitulé. Paternellement parce qu'il y raconte à ses petits-enfants l'histoire de ses enfants. Ici, pas question d'éditer l'ouvrage, le but est tout simplement de transmettre la mémoire familiale. Et quand on a une vie bien remplie et une famille nombreuse comme celle de Michel Le Goc, l'exercice n'est pas toujours aisé. Faisant ça pour eux, pour leur montrer que la famille était unie, bien que nous aurions pu être désunis, étant donné que sur mes 6 enfants, j'en ai 4 adoptés, 2 orphelins de guerre, 2 ensuite, pour finir, et que ce monde-là est de religion, de race, de culture très différentes, et qu'il y a une grande unité. Et j'ai voulu que les petits-enfants comprennent ça, car les petits-enfants, n'ayant pas vécu l'expérience de leurs parents, ou par ouï dire, il est peut-être bon que le grand-père, qui est plus objectif peut-être que ne sont les parents dans la façon de raconter leur vie, leur tempérament, eh bien je leur fasse comprendre et le message est passé. Car il n'est pas toujours facile de parler de sa propre vie et de ses sentiments, surtout à ses proches. Sonia de Panafieux le sait bien. Depuis une douzaine d'années, elle aide des personnes à écrire un livre ou à éditer un CD. Alors, pour raconter aussi à leur propre histoire, c'est à elle que Michel Le Goc a fait appel. Et pour y parvenir, Sonia a mis une technique au point. Questions, conseils, réflexions, aidée de micros et d'un magnétophone, la séance peut commencer. Si je n'avais pas eu Madame de Panafieux, je ne l'aurais jamais fait. C'est très fatigant. Très fatigant de repenser au passé. De repenser au passé, surtout à ses enfants. Parce qu'attention, on fait un bilan de sa propre vie. Hein. Au fond, on se sent un peu responsable, même s'ils ne sont pas des enfants du sang, de ce qu'ils deviennent. Hein. Parce qu'on sait très bien que quelquefois, il suffit d'un petit geste, d'un sourire, d'une caresse pour modifier le destin d'un enfant. Et on s'est dit, est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? Beaucoup de gens disent le passé ne m'intéresse pas. C'est pas le passé ne m'intéresse pas, c'est pas pour être passéiste ou nostalgique de passé, c'est pour essayer d'analyser le présent en fonction du passé et d'essayer d'avoir des repères. On a plusieurs ascendances et d'essayer de voir ce qui a dominé. Forcément, on est issu de ses parents, de ses grands-parents et d'avant. Donc c'est très important d'analyser la succession, la transmission, le lien très ténu qui relie une génération à une autre. Franz est l'un des 17 petits-enfants de Michel Le Goc. S'ils ont toujours été proches l'un de l'autre, cet ouvrage a aussi permis à Franz de mieux comprendre le fonctionnement familial. Je considère ce livre comme étant un mode d'emploi de ma famille, qui est quand même pas simple à saisir. Et même quand on en est l'un des acteurs vivants, il y a des choses qui nous échappent ou qu'il est bon de se rappeler à certains moments. Concernant la période, les prémices de l'histoire de cette famille qui a démarré un petit peu avant la guerre de 40, à rappeler d'où vient ma mère et mes oncles et mes tantes est pour moi important parce que s'ils viennent d'endroits que je n'ai jamais vus, qui sont des pays qui n'existent plus d'ailleurs aujourd'hui. Et je pense que sans savoir d'où l'on vient, comme on dit, il est toujours difficile de savoir où on va aller. Et ce travail de mémoire pour moi était important. Donc pour moi c'est un repère. Écrire sur ses enfants de la sorte et de son vivant,
c'était quand même prendre le risque d'avoir des retours pas forcément agréables. Et non seulement c'était audacieux, mais c'était en plus réussi, puisque l'objet et le contenu du texte nous rassemblent tous autour d'une idée qui est quand même relativement simple, qui est l'amour. Et après, on en tire tous les exemples qu'on voudra en tirer pour sa propre expérience. Mais c'est un beau cadeau, c'est un très beau cadeau. Un cadeau pour les enfants et les petits-enfants de Michel Le Goc, mais aussi pour lui-même. En ouvrant le dialogue entre les générations, en comblant les lacunes de ce qui n'avait pas été dit, son livre a resserré les liens familiaux. Il y a des non-dits avec les enfants, des choses. Et j'ai suscité chez moi des réflexions, d'abord, pour avoir écrit le bouquin, qui m'ont amené à dire des choses que je n'avais pas dites. Et qui ont amené mes enfants à me répondre. Donc, le bouquin a été l'occasion d'entretien par la suite. Je ne savais pas ça, je n'avais pas pensé à ça, tu m'as fait penser à ça. Et on s'est retrouvés très proches. Je les ai redécouverts, comme vous venez de dire. Et cette redécouverte était très positive pour moi, mais pour eux. Car ils ont vu, comme dans un miroir, mon regard, le regard que je projetais sur eux, et la façon dont je les sentais. Et certains se sont dit, mais tu m'estimais au fond beaucoup plus que je le pensais, tu m'aimais plus que je le pensais, ou d'une façon plus proche de ce que je souhaitais. Avoir des repères pour créer sa propre vie, savoir d'où on vient pour savoir qui on est. Grâce à ce livre, les enfants et les petits-enfants de Michel Le Goc pourront tourner les pages de leur histoire pour qu'elle ne soit jamais refermée. Voilà, Sonia Panafieux, on vient de voir ce très beau reportage. Et pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée, vous, de créer cette société qui collecte ces souvenirs, qui les retranscrit pour mémoire? Alors, à l'origine, c'est le manque chez moi, puisque ma grand-mère, que j'adorais, a disparu avant que j'ai pu l'interviewer. Et j'avais toujours pensé le faire et je ne l'ai pas fait. Et je pensais me rappeler toutes ces histoires qu'elle me racontait qui étaient passionnantes. Et si c'est moi qui les raconte, ça tombe à plat, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle racontait elle, parce que c'est elle qui l'a vécu. Donc ça part de votre expérience personnelle. Qu'est-ce qui s'adresse à vous? Qu'est-ce qui vient vous demander de faire ce travail? Alors, ce sont des personnes à qui les petits-enfants demandent inlassablement: tu as une vie extraordinaire, raconte-la, on aimerait savoir qui tu étais pendant ta jeunesse, qui tu étais au moment de la rencontre avec notre grand-père, si c'est une femme ou l'inverse. Ça vient des petits-enfants? Ça vient des petits-enfants qui réclament, et souvent des enfants aussi. Il y a une forte demande de la famille. Pourquoi ça ne vient pas des grands-parents d'ailleurs? Alors les grands-parents se disent ça n'intéressera personne. Ils se disent toujours ça n'intéressera personne parce que au cours du déjeuner du dimanche où l'on est interrompu par passe-moi le sel, c'est évident que les histoires ne sont jamais en continu. On n'a jamais l'histoire de ses grands-parents en perspective, mis en perspective par rapport à l'histoire, la grande histoire, ni mis en perspective par rapport aux autres événements de la vie. Je pense à Michel Le Goc, lorsqu'il avait ses enfants petits, il faisait en même temps des missions de guerre. Donc forcément, il était un père influencé par ce contexte. Historique. Voilà. Qu'il vivait. Et son petit-fils qu'on voit dans le reportage qui dit sans savoir d'où l'on vient, c'est difficile de savoir où on veut aller. Alors en quoi cette mémoire et la transmission de cette mémoire sont essentielles pour sa propre construction? Alors j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit parce qu'en effet, je pense que l'être humain est fait, et la vie est faite de liens entre les générations, de liens avec la nature, de liens avec le Très-Haut, avec Dieu. Tout est lien. Et que sa propre identité se forge au travers de ces liens. Et que donc, on ne peut pas faire fi des liens intergénérationnels. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à avoir inventé. Les psychanalystes le savent. Ils ont souvent été plutôt d'ailleurs vers le couple parental que vers le couple grand-parental. Mais de plus en plus, on s'aperçoit que les grands-parents ont un rôle immense dans l'identité et les repères que peuvent se forger les petits-enfants. Qu'est-ce qui vous marque chez ces grands-parents qui racontent leur vie et puis il y a des choses plus ou moins intimes, ils se livrent en quelque sorte auprès de vous. Qu'est-ce qui vous marque dans ces expériences? Ce qui me marque, c'est que toute vie est passionnante
Et je suis passionnée par le déroulement de la vie, les imprévus de la vie, les rebondissements de la vie, les mots que l'on emploie pour la raconter. C'est-à-dire que chaque mot compte. Et lorsque j'enregistre, que je transcris l'enregistrement, eh bien, à la lecture, on peut revenir, réfléchir à ce qu'on a vécu, réfléchir sur les rapports avec ceux que l'on a aimés, leur rendre hommage sur le bénéfice qu'ils vous ont apporté au travers de ce livre, et puis avoir une vision positive de sa vie. C'est-à-dire qu'après tout ce travail, les personnes ont un plaisir immense à voir que finalement leur vie n'a pas été si nulle. Et c'est toujours, indéfiniment la même chose. Même les personnes qui ont eu une vie particulièrement remplie ont toujours l'impression qu'ils n'ont rien fait. Et qu'est-ce qui reste d'une existence racontée? L'amour, les liens que l'on a tissés, c'est ce qui reste. Vous pouvez avoir eu une carrière fantastique. Si vous n'avez pas tissé de liens d'amour avec ceux avec qui vous avez travaillé ou vécu, il ne reste rien. Donc c'est ce dont on s'en aperçoit. Enfin, moi, c'est l'expérience que j'ai de tous ces récits. Une dernière question sur votre travail concrètement. Comment ça se passe? Combien d'heures vous passez avec ces personnes-là pour pouvoir écrire ensuite une vie? Alors chaque cas est particulier, c'est totalement artisanal, c'est-à-dire que ça dépend des personnes et du travail que fournit la personne elle-même. Je dis toujours à la personne, travaillez le plus possible et je travaillerai le moins possible. C'est-à-dire que tout ce qui est partie réécriture, à partir de la transcription, il faut que ce soit la personne qui le fasse à partir de la base. C'est beaucoup plus facile de partir d'une base. Et donc, moi, j'aide pour la restructuration du récit, les titres, mais il faut vraiment que petit à petit, la personne se... En moyenne, vous avez une durée moyenne ou pas? Alors, il faut en moyenne entre 1 an et 1 an et demi de travail. Parce qu'il faut aussi le recul. Il y a des périodes où on ne travaille pas beaucoup, parce qu'il faut le recul et le relire à tête reposée. Parce que quand on est dedans, il y a des moments où on ne voit plus rien. Donc vous voyez les personnes sur une période aussi longue, en fait. Oui, un intervalle irrégulier. Tout à fait. Merci Sonia de Panafieux. Marie-Françoise Fuchs, vous travaillez, vous, sur le lien intergénérationnel. Vous avez créé l'école des grands-parents européens. Pourquoi? Parce que, à une époque, je me suis toujours penchée avec beaucoup de passion sur tout ce qui concernait la famille. Et il se trouvait que je passais de l'autre côté de la génération vers les grands-parents. J'avais donc des petits-enfants. Et je travaillais encore à l'école des parents, par exemple. Et il m'est apparu qu'il n'y avait rien pour que les grands-parents puissent approfondir ce qu'ils avaient à vivre, indépendamment de savoir de l'amour qu'on peut porter aux petits-enfants, de ce qu'on peut faire avec eux, qui est tout à fait, je crois, beaucoup savent très bien s'y prendre, ce n'était pas de ce côté-là, mais comprendre mieux à la fois le lien, l'encourage, le faciliter, le susciter et optimiser cette période qui a une caractéristique malgré tout, c'est que nous avons beaucoup de chance d'être vivants en même temps longtemps avec nos petits-enfants. Et qu'est-ce que nous faisons de toute cette période? Parce que dans la première partie de la grand-parentalité, c'est de la tendresse, du corps à corps, des activités communes, de la garde. Mais après, c'est tout autre chose. Et je crois que nous avons un travail très, très important à faire pour nous-mêmes continuer à explorer ce que c'est que la vie pour nous, ce que c'est que être constamment en projet, constamment à découvrir les nouvelles choses et à rester actif et acteur dans l'existence, dans la société, et de façon à ce que nos petits-enfants, quand ils grandissent, trouvent en face d'eux un alter ego, quelqu'un avec qui on peut, malgré tout, se brancher, si je puis dire. Et donc, j'ai eu envie, avec d'autres, parce que nous sommes assez nombreux bénévoles, nous sommes tous bénévoles, mais nous sommes tous bénéficiaires de nous retrouver et d'échanger. Ce sont des rencontres. Sur des expériences personnelles. D'expériences personnelles qui s'échangent, pour approfondir, pour améliorer, pour que les choses se passent vraiment le mieux possible. On fait toujours plein de bêtises, il y a des erreurs, c'est terrible, mais
nous nous éclairons un peu les uns les autres et nous avançons et nous comprenons de mieux en mieux ce que nous faisons, qui nous sommes, où nous allons et comment nous inscrire d'une façon intéressante pour nos petits-enfants, pour la société en général et pour nous-mêmes, bien sûr, dans cette vie vieillissante. En quoi, justement, ces grands-parents ont un devoir de transmission de la mémoire familiale? En quoi c'est important? Je pense que c'est très important, mais je pense que c'est très amusant parce que je vais écouter ce que disait Sonia Panafieux, qui fait un travail formidable. Et je pense que ce que les grands-parents racontent, de toute façon, ce sont des événements qui les ont marqués et qui signent quelque part leur identité. Même s'ils ne racontent pas au dimanche à déjeuner, si ça existe, ce qu'ils vivent, eux, ils parlent de choses importantes qu'ils ont vécues éventuellement. Ils se réfèrent à des choses. Et quand ils racontent, alors il y a ceux qui racontent leur guerre pour faire, bref, ou des expériences, mais ça a compté pour eux. Qu'est-ce qui a compté? Il y a des anecdotes qui viennent de plus loin, qui sont sur la table aussi. Et je pense que là, on a une transmission orale qui a une valeur extraordinaire. Je crois que ce lien entre les grands-parents et les petits-enfants, nous avons fait un colloque sur la force du lien, mais il y a un livre qui est paru, un Américain, Cornabert, écrit, il a mis le lien vital. C'est vital, c'est-à-dire c'est la naissance qui se poursuit, mais cette naissance qui est donnée, elle est donnée pas seulement de génération à génération, mais par le fait que nous sommes constamment à naître à un nouvel âge, à une nouvelle relation avec nos petits-enfants. Nous sommes en marche, nous sommes à vivre ensemble. Et je crois que ça, c'est un lien extraordinaire et une rencontre formidable pour eux et pour nous, parce qu'ils nous enrichissent. Je pense que les petits-enfants apportent quelque chose d'absolument merveilleux aux grands-parents. Alors, une question qui ne concerne pas forcément tout le monde, mais sur la question de la transmission de la foi, est-ce qu'ils ont une place privilégiée à jouer, peut-être par rapport aux parents? Écoutez, dans l'expérience que nous avons, parce que nous voyons donc beaucoup de grands-parents et on a des téléphones et des choses comme ça, il faut être prudent. C'est-à-dire que ce sont les parents qui ont l'autorité parentale, ce sont les parents qui vous confient leurs enfants. Et si nous sortons de ce que nos enfants souhaitent que nous fassions, ils ne nous les confient plus. Nous avons beaucoup d'expériences de grands-parents qui, suite à avoir voulu imposer, soit quelquefois même par des façons de cuisiner, parce que dans des religions, il y a des façons de faire, et si le grand-parent ne fait pas ce que les parents désirent, ou si il veut imposer sa foi alors que les parents ne le souhaitent pas, je crois que c'est très difficile. Nous avons un devoir de réserve. Alors, nous sommes très bien placés pour parler, très bien placés pour dire notre foi. Mais nous sommes des témoins, nous ne sommes pas directement en charge de dire et de faire. Je pense que la foi se transmet parce que l'on vit. Donc les parents vivent ce qu'ils vivent et puis les enfants prennent ou prennent pas. Mais... Oui, mais nous avons eu des cas de rupture familiale où les grands-parents ne voyaient plus les petits-enfants. Donc je suis très prudente là-dessus parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se transmettent et nous n'avons pas à cacher notre foi. Si nous avons nos petits-enfants en garde et que nous allons à la messe et que nos enfants sont devenus non-croyants, nous devons aller à la messe. Nous avons l'habitude, nous allons y aller. Mais nous ne pouvons pas être prosélytes. Je crois que c'est là que ça s'arrête, parce qu'il faut respecter, ce sont les parents qui sont les premiers en ligne avec leurs enfants, et pas nous. Merci Marie-Françoise Fuchs. Je me tourne vers vous, Père Stan Rougier. Vous êtes animateur de retraite spirituelle pour les dernières minutes de cette émission. En tant que prêtre et homme de terrain, vous accompagnez bien sûr beaucoup de familles et des grands-parents. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au regard de ce qui a été entendu ce soir ? Lors des retraites, mettons sur 250 personnes, j'ai au moins une centaine de personnes qui sont l'âge d'être grands-parents et qui le sont, et auxquelles je suggère de raconter l'histoire de leur foi à leurs petits-enfants. Et ils le font déjà pour moi, puisque je leur demande de me faire un écrit. Souvent, c'est 4 pages, 5 pages, 6 pages. C'est passionnant de savoir comment ils ont eu une rencontre avec Dieu.
Je voudrais revenir sur ce que j'ai entendu tout à l'heure, les propos de Sonia. Je crois qu'en effet, nous sommes des êtres de relation, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, et Dieu est relation. Et au soir de notre vie, dit Jean de la Croix, nous ne serons jugés que sur l'amour, donc que sur nos relations. Quelle qualité avons-nous donné à ces liens ? Moi, je suis frappé de voir à quel point mes grands-parents ont compté pour moi. Je ne serais pas du tout ce que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu un grand-père et une grand-mère. Ils ont été ceux qui m'ont fait naître au monde de la culture, au monde de l'art. Ma grand-mère était peintre, mon grand-père était très féru de littérature, donc je leur dois énormément. Et quand je demande donc à des personnes d'un certain âge de raconter ce qu'ils ont vécu, c'est un peu en souvenir de ce que j'ai moi-même vécu. Dans la Bible, bien sûr, on fait une large place aux personnes âgées. Si vous voulez, il n'y a pas d'un côté les jeunes et de l'autre côté les grands-parents. Tout le monde est important, tout le monde peut être témoin. Abraham est quand même quelqu'un qui est largement en âge d'être grand-père. Et donc, je crois que également... Des textes particuliers, Père, qui peuvent être... des quantités, mais surtout les ouvrages références. de sagesse, peut-être également au Deutéronome, dans les premiers ouvrages, Dieu demande aux humains de enseigner et de transmettre la Torah, les 10 paroles, de transmettre aux enfants et aux petits-enfants. Également, on recommande d'avoir énormément de respect pour les têtes chenues, comme on dit. Et je crois que c'est très précieux là aussi. Et puis j'ai envie de dire que Saint Paul, lorsqu'il parle de lui-même, il dit « Ma carcasse tombe en ruine, mais mon cœur se renouvelle de jour en jour ». Et je crois que les personnes âgées peuvent dire qu'il y a aussi un rajeunissement de l'âme et que... Il n'y a pas de ségrégation à faire, on s'apporte énormément les uns aux autres. Et moi, je suis très heureux de ce que j'ai entendu tout à l'heure de Sonia et de Marie-Françoise. Je crois que c'est très précieux d'être à l'écoute de ce qu'ont à nous dire les gens qui ont de l'expérience. Dans les pays étrangers où je vais souvent, que ce soit l'Afrique, l'Asie, l'Inde, une personne âgée, c'est un réservoir d'expérience, de sagesse, et on leur fait une très très grande place. Moi, je voudrais qu'aujourd'hui, dans les familles, on se rassemble autour d'un grand-père, d'une grand-mère, et qu'on leur laisse la place pour parler. Un peu disparu, ça, ici. Hein. Parce que si on est autour d'une table et puis que tout le monde parle, et qu'un grand-père, une grand-mère ont envie de dire quelque chose, et puis qu'on éclate de rire, et que ça devient de l'ironie, là, ils se tairont. Ça ne peut se faire que dans un climat de tendresse et de respect. Un dernier point sur votre expérience. Vous disiez, avant de démarrer cette émission, que votre maman avait écrit. J'ai demandé quelque à chose ma mère, quand sur elle votre avait histoire 60 ans, raconte-moi ta vie, parce que je ne la connais qu'à partir d'une certaine date, et avant, je ne sais pas grand-chose. Donc elle s'est mise au boulot, elle a écrit une centaine de pages sur son enfance et son adolescence, et j'ai découvert maman à 4 ans, à 7 ans, à 10 ans, à 15 ans, et j'en ai été bouleversé tout du long. Il y avait notamment le dialogue qu'elle avait avec un soldat que son père capitaine avait sanctionné, et elle le parle, elle le console, elle lui apporte un peu de nourriture, et elle termine en disant lorsque mon père a été trouvé à moitié mort sur le champ de bataille, il avait le chandail de ce soldat qui avait pris soin de lui et qui avait voulu lui épargner le froid dans sa situation de grand blessé. Et ça, c'était très, très émouvant de voir à quel point ma mère avait été sensible à des choses comme ça, dans son très, très jeune âge. Également, toutes les relations qu'elle avait avec le reste de sa famille, qui comptaient beaucoup, justement, parce que ce sont les liens humains qui nous font exister. À mesure que tu parles, j'existe, dit un personnage de Claudel. Je crois que c'est vrai. Merci beaucoup, Père. Avant de terminer cette émission, voici quelques livres à vous recommander sur ce sujet. Le petit manuel à l'usage des grands-parents qui prennent leur rôle à cœur. Étienne Chopy et Hélène Loté-Coveau en sont les auteurs. Et c'est paru chez Albin Michel. Et puis, le guide Totus des grands-parents de Marie-Madeleine Martini aux éditions du Jubilé. Sans oublier les petits-enfants dans cette histoire, un livre pour eux, l'album de ma grand-mère de Diane Barbara et Dominique Beccaria, édité chez La Martinière Jeunesse. Enfin, quelques contacts utiles. Les coordonnées de Pour Mémoire, la société est située au 26 rue Anatole France, 92 300
à Levallois-Perret. Le téléphone est le 01 47 48 03 22. Site internet pourmémoire.com. Enfin, l'école des grands-parents européens, le GPE, son numéro de téléphone est le 01 45 44 34 93. Et son site internet www.egpe.org. Enfin, dernier mot pour les prochaines émissions. Nous lançons un appel à témoins. Nous recherchons le témoignage d'un couple interconfessionnel chrétien-musulman. Alors, si le projet vous intéresse ou si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à me contacter au 01 73 02 22 09. Et voilà, merci à tous les trois d'être venus et je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Famille en question. À bientôt, au revoir.